J'ai parlé donc il y a un instant de la Réunion et de l'île Maurice et des Seychelles. Bon, les îles créoles, elles existent aussi dans l'océan Indien. Et ce qu'il y a d'intéressant évidemment à étudier, c'est la parenté qui existe entre ces différentes îles créoles, malgré leurs différences. Donc une parenté d'abord linguistique, dans la mesure où ce sont des îles où l'on parle la langue créole. Devrait-on dire d'ailleurs les langues créoles. Bon, il y a de grandes affinités malgré tout au niveau structure, au niveau parfois même lexical, dans la mesure où ce sont tous des créoles à base lexicale française. Ce qui fait qu'il y a eu, à partir d'un certain moment, il y a une trentaine d'années, une association internationale qui s'est constituée et qui s'appelle le Comité des études créoles. Et ce Comité des études créoles, dont j'ai fait partie, s'intéressait sur l'ère créole au sens large, c'est-à-dire comprenant à la fois donc, les îles des Antilles, certaines parties d'ailleurs du continent sud-américain, comme la Guyane, et puis bien sûr aussi les îles de l'océan Indien. Donc cette convergence dans la culture créole a fait que je me suis intéressé aussi à partir d'un certain moment, à partir d'un certain moment de mon itinéraire intellectuel, aux îles créoles de l'océan Indien et notamment à La Réunion. La Réunion qui est elle aussi une société de plantation. Une société de plantation qui s'est constituée à partir d'apports essentiellement européens, malgaches, et puis beaucoup à partir du XIXe siècle, à partir d'éléments asiatiques, notamment indiens. Donc un métissage assez particulier, avec une originalité certaine, c'est-à-dire que les hiérarchies socio-raciales à La Réunion étaient beaucoup moins accentuées qu'aux Antilles. Le préjugé de couleur y est moins affirmé. La société de plantation y est d'implantation plus tardive, dans la mesure où pendant longtemps, La Réunion a été une colonie vivrière qui servait essentiellement au ravitaillement des navires qui allaient justement vers l'Asie, qui étaient obligés de passer par le cap de Bonne-Espérance. La plantation s'y est installée au XVIIIe siècle, mais sur une base spéciale dans la mesure où c'était essentiellement une plantation caféière, donc des petites unités. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que la plantation sucrière a, disons, établi son emprise sur l'île. Il se trouve qu'il y a eu, à la fin donc, des années 1990, une recherche collective qui s'est constituée à partir d'un appel d'offres qui était mené à l'époque par la mission du patrimoine ethnologique sur le thème du paysage. Et avec Jean Benoît et moi-même, nous avons décidé de répondre à cet appel d'offres en proposant donc une recherche sur le paysage dans l'île de La Réunion. Donc ça a été là aussi une recherche au long cours qui nous a orientés vers une constatation, c'était que là aussi la société de plantation réunionnaise ancienne était en train, disons, de connaître une crise très grave, en train de basculer vers le passé, d'être remplacée par d'autres choses. Et on voyait bien comment, finalement, il y avait une modification profonde des paysages qui se mettaient en place, puisque traditionnellement, le
paysage réunionnais était constitué d'un étagement. Les basses pentes relativement planes, correspondant aux planèzes des massifs volcaniques centraux étant voués à la canne à sucre. Puis au-dessus, la canne à sucre ne pouvait plus tellement être cultivée. Donc il y avait une culture, mais qui se faisait là dans le cadre de petites exploitations, les cultures du géranium. Et puis au-dessus, là, les cultures devenaient presque impossibles et c'était toute une sorte d'étagement, d'abord d'une forêt, et puis ensuite, au-delà, une lande d'altitude, avec une très grande originalité aussi à La Réunion, c'est que l'intérieur de l'île est constitué de zones extrêmement escarpées, des cirques donc intérieurs, au sein desquels a subsisté une petite paysannerie. Une petite paysannerie se voit essentiellement à des cultures vivrières et où donc la population elle-même est restée relativement peu mêlée. On parle souvent d'ailleurs, ce qui est une des grandes originalités de La Réunion, des petits blancs des hauts. Les petits blancs des hauts, donc effectivement des petites des populations qui sont restées relativement non mêlées par rapport au reste de la population réunionnaise. Alors qu'au contraire, vers le bas, on a beaucoup, au niveau humain, des gens qui ont largement une origine soit malgache, soit indienne, comme on dit à La Réunion, malbar. Voilà, donc il y avait là tout un chantier qui pouvait être mis en place par rapport à cette notion de paysage, et on voyait bien comment finalement la disparition de la plantation dans les zones basses de La Réunion pouvait être corrélée à un changement paysager majeur, dans la mesure où la plantation cédait la place à ce qu'on pourrait appeler un paysage, je dirais, périurbain de bord de mer, du fait du développement du tourisme et du fait de la prolifération d'espaces résidentiels qui, du fait de ce tropisme général que l'on peut constater dans tous les pays, d'attrait du rivage, qui faisait donc effectivement les zones traditionnellement dévolues à la canne avaient tendance à changer de perspective pour devenir là véritablement des espaces résidentiels. On pourrait d'ailleurs dire la même chose sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Cet abandon finalement de certaines zones qui étaient des zones cannières vers des zones résidentielles ou touristiques. Donc il y avait cela, et puis il y avait également une possibilité, à partir de La Réunion, de réfléchir plus précisément et de manière théorique sur la notion même de paysage. Et là, ce qui était évidemment très important dans notre perspective, c'est de concevoir le paysage comme une forme culturelle. À savoir que le paysage, c'est quelque chose qui existe au premier chef dans l'esprit de celui qui le perçoit. Donc c'est une donnée de la perception qui se constitue à partir, je dirais, de fichiers mentaux qui existent dans l'esprit de celui qui perçoit le paysage et qui justement le perçoit en tant que paysage. Donc cette idée du paysage comme forme culturelle nous a bien sûr guidés tout au long de notre recherche, et cela a pu être, je dirais, également étudié à partir de données textuelles, où l'on voyait comment cette notion de paysage, dans le cas de La Réunion, s'était mise en place à partir du XIXe siècle. Et là, il y a toute une série de textes extrêmement intéressants. Tout cela a pu être, disons, écrit dans le rapport que nous avions remis à la mission du patrimoine ethnologique, et puis certaines données ont été consignées dans un article que j'ai écrit dans un ouvrage paru dans la collection donc,
ethnologie de la France, de la mission du patrimoine, qui s'appelle Paysages au pluriel. Et dans cet ouvrage Paysages au pluriel, je donne un exemple de cette exploration textuelle du paysage de la Réunion en me centrant sur un lieu très précis qui s'appelle la ravine du Bernica. Et je montre comment cette ravine du Bernica a constitué finalement un motif paysager, évolutif, jusqu'à aujourd'hui. On voit bien comment cette ravine du Bernica a servi dans toute une série de textes. D'abord, dans un ouvrage de Georges Sand qui s'appelle Indiana, où elle met en scène toute une histoire d'amour qui finit très mal. D'ailleurs, les protagonistes finissent par se suicider dans la ravine du Bernica. Puis également le poète Le Comte de Lille, qui était lui-même originaire de l'île de la Réunion et qui consacre un poème à cette ravine, qui s'appelle Le Bernica. Puis toute une série d'albums du XIXe siècle qui sont également fondés sur des lithographies. Et on voit donc cette ravine du Bernica fondée sur ces lithographies, sur ces textes. Et l'on voit donc comment finalement, tout au long du XIXe siècle, se constitue une certaine image du paysage, constituée donc de ces fichiers mentaux qui permettent d'appréhender cet espace, et comment aujourd'hui cet espace est devenu quelque peu oublié, dans la mesure où il y a maintenant à La Réunion une route côtière, où les véhicules se déplacent très vite, et il n'y a plus guère qu'un sentier un petit peu perdu qui continue à permettre d'accéder à cette ravine. On peut bien sûr y aller, bien sûr j'y suis allé un certain nombre de fois. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'on voit que cette ravine continue à être fréquentée, mais elle continue à être fréquentée par des pêcheurs. Et des pêcheurs qui n'ont pas tellement en tête cette idée de paysage. Pour eux, ce qui est important, c'est l'eau, c'est les poissons qu'on peut tirer, mais dans leur tête, il n'y a pas ce background, je dirais, paysager, qui pouvait donc avoir été mis en place à partir du XIXe siècle. Ils sont là, toujours là, fidèles, mais sans doute à l'écart des conceptions paysagères que l'on peut avoir par ailleurs. Voilà donc comment s'est constituée cette recherche sur le paysage réunionnais et comment à partir de là, on peut, à partir même de la notion de paysage, réfléchir sur le devenir social et culturel de la Réunion. Et comment donc à la Réunion se développe, bien sûr, continue à se développer un processus de créolisation extrêmement intéressant à analyser.